Bonsoir à tous. Bonsoir Philippe de Villiers. Bonsoir Elliot. La musique de la Ligue des Champions. Geoffroy Breton. C'est génial, on devrait la mettre toutes les semaines. Moi, ça me met des frissons. C'est Handel, non? Mais vous connaissez tout, c'est pas possible. Je crois que c'est Tony Britten qui a pris Handel et qui l'a adapté. Extraordinaire. Vous m'avez scotché. J'allais vous parler du Paris Saint-Germain, vous parler de la musique. Vous voulez que je vous donne mon pronostic? Attendez, j'annonce aux téléspectateurs, le Paris Saint-Germain va affronter votre club de cœur, le FC Barcelone en Ligue des Champions. Ce sera à suivre sur les antennes de Canal+. Match aller au Parc des Princes, match retour à Barcelone. C'est la 6e fois en 12 ans que les deux clubs s'affrontent. La 5e en phase à élimination directe sur les 12 dernières années. Vous êtes un fan de foot. Vous adorez ça, le ballon rond, Philippe de Villiers. Oui, je peux même vous raconter une anecdote. Allez-y. Un jour, mon ami Jean Brochard, qui était footballeur avec moi dans l'équipe de l'Étoile sportive de Boulogne, dans les années 70, avec Bertrand, on est partis tous les trois pour voir un match au Camp Nou. Et on s'est retrouvés là-bas et on est tombé sur le vice-président qui m'a reconnu. Et il dit, on va vous faire visiter la Masia. Le lendemain matin, on a visité la Masia et là, je suis tombé sur Lionel Messi. Non. Ouais. Et alors là, il s'est passé une scène tout à fait étrange. Lionel Messi m'a dit, mais je vous reconnais. Et je lui ai dit, ah oui, mais non. Donc, il m'a connu comme ministre, etc. Il dit, pas du tout. Attendez, c'est bien vous, l'ancien numéro 5 de l'Étoile sportive de Boulogne dans les années 70. Il vous a dit ça en catalan ou... Ouais. Il y a une histoire vraie, par contre, c'est que vous avez un maillot du FC Barcelone dans votre bureau dédicacé par le président de l'époque. C'est là qu'il m'a dédicacé le maillot. Et ça, c'est vrai. Bon. Je l'ai vu de mes yeux, je peux témoigner. Philippe de Villiers, certes, vous avez le maillot du Barça, mais début avril, vous le patriote, le français, vous allez soutenir le Paris Saint-Germain. On va voir si Mbappé joue une mi-temps, non? Vous voyez, je pose une question, hop, il passe à côté. Vous avez un pronostic? Non, mais bon, on ne va pas jouer à ça. C'est plus le même Barça. Je veux dire, vous avez peur, Philippe. Lewandowski, c'est plus le Lewandowski du Bayern, etc. Enfin, c'est une nouvelle équipe avec que des jeunes. Il faut quand même que Paris se méfie parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un savoir-jouer. Ah oui, c'est vrai. Et souvent, en Ligue des Champions, les clubs espagnols, ils jouent avec l'arbitre. Ils jouent à 12 contre 11. Donc, Et puis, en plus, il y a une chose que vous ne voyez pas. Mais comme je connais bien le Barça, je sais qu'entre Luis Enrique et Xavi, il y a une vraie amitié solide. Vous avez raison. Et à mon avis, ça va se traiter ailleurs que sur le terrain. Vous imaginez les téléspectateurs, les 700, 800 000 téléspectateurs qui nous regardent. Mais qu'est-ce qui se passe face à Philippe de Villiers devient... face à la Ligue des Champions. Retour de 20h foot. Je prépare ma reconversion parce que quand l'Arcom... Ah bah oui, non mais là, Reporters sans frontières, ils sont en train de trembler. Quand l'Arcom voudra me liquider de l'émission, j'irai rejoindre le service des sports. Avec Jacques Vendroux, par exemple, sur Europe 1. Avec Jacques Vendroux, Ou Jean-François Pérez. Jean-François Pérez. Mais attendez, parce que là, on est en train de gaspiller du temps. Non, mais ça fait du bien. Et en fait, je voulais vous dire quelque chose. Ce soir, je suis ému, tendu, parce que j'ai conscience d'être avec deux personnalités. Le directeur de la rédaction du journal du dimanche, c'est pas rien. Et le rédacteur en chef de CNews. L'un des... Oui, mais promu. Eh bien, merci Philippe de Villiers. Promu. On regarde le match de Ligue des Champions ensemble, début avril? Ça vous dit? Moi, je suis partant. Peut-être qu'on va boire le champagne, non? On verra. Avec modération, toujours. Philippe de Villiers, on en vient aux choses un peu plus sérieuses. L'une des plus prestigieuses écoles de France est au cœur d'une polémique. On parle de Sciences Po. Une étudiante membre de l'Union des étudiants juifs de France explique s'être vue refuser l'entrée d'un amphithéâtre alors qu'une manifestation pro-palestinienne s'y tenait. L'UEJF dénonce des propos antisémites contre cette étudiante. Le comité Palestine de Sciences Po réfute ces accusations. Beaucoup de réactions politiques, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a réagi. Sciences Po ne peut devenir un bunker islamo-gauchiste. Le Premier ministre s'est d'ailleurs rendu sur place. La justice s'est saisie du dossier. Philippe de Villiers, première question. Est-ce une affaire d'État? Oui, c'est une affaire d'État, et pour plusieurs raisons.
qui se superposent. La première raison, c'est que, pour qui a connu Sciences Po comme moi, il n'y a plus de drapeau français. Il y a des drapeaux étrangers, et en l'occurrence le drapeau palestinien. Et surtout, voici que l'antisémitisme violent, vénéneux, vient se loger au cœur d'un haut lieu du civisme français. Mais il y a une autre raison, c'est que Sciences Po est devenu, en 20 ans, le miroir grossissant du mal qui ronge l'université française, l'islamo-wokisme. En fait, dans de nombreuses facultés, sans qu'on le sache, sans qu'on en fasse grand cas, parce qu'on s'y habitue, il y a des réunions genrées interdites aux hommes. Il y a des réunions racisées interdites aux blancs. On en est là dans l'université française. Et Sciences Po est devenu, en quelques années, le temple de l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a eu un directeur en 2001, Richard Descoings, un nouveau directeur, qui a acclimaté, c'était à la mode à l'époque, tout le monde, c'était les années Sarko, la discrimination positive. Tout le monde faisait de la discrimination positive. Qu'est-ce que c'est la discrimination positive ? Il arrête l'épreuve de culture générale, il arrête le concours d'entrée, il le remplace par une étude sur dossier, et il conclut des conventions avec les zones d'éducation prioritaire, telles que la banlieue. Et donc on entre à Sciences Po, depuis cette époque, non pas en fonction des résultats, en fonction des résultats d'un concours, en fonction de son mérite, mais en fonction de son origine ethnique. Si vous êtes de Seine-Saint-Denis, vous avez plus de chances d'entrer à Sciences Po que si vous êtes de Vendée. Voilà où on en est. Donc en fait, c'est devenu une école multinationale, multiculturelle, qui s'est effondrée sur elle-même. Geoffroy Lejeune. Vous l'avez dit, vous avez été étudiant à Sciences Po. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous reconnaissez votre école ? C'était quoi Sciences Po quand vous avez fait Sciences Po ? Qui étaient vos camarades étudiants ? Qu'est-ce que vous veniez apprendre dans cette école ? Qu'est-ce que vous y avez appris ? Qui étaient vos professeurs ? Et à quoi prédestinait, à quoi servait cette école pour ce qui ensuite a été les élites françaises ? Alors, donc moi je suis un ancien de Sciences Po, diplômé en 1973. Donc j'ai passé 3 ans à Sciences Po. Pour vous répondre à votre question, si vous voulez, l'amphithéâtre Émile Boutmy, qu'on vient d'apercevoir, je le connais bien. J'ai passé des heures et des heures. Et ça me rappelle le mot de Georges Bidault qui disait « Le cours magistral ne se justifie que s'il est magistral ». Et là, moi, j'ai appris ce que c'était que le cours magistral. Et les profs, pour répondre à votre question, c'était René Raymond, c'était Raymond Barre en économie, c'était Patrick Schwarzman en relations internationales, Max Gallo, et je peux même vous raconter une anecdote très brève. Il y avait le fameux André Siegfried. Il arrive avec son cartable, il est sur l'estrade, les élèves sont debout, il dit « Asseyez-vous ». Il ouvre son cartable à double volet, il sort son polycopier et il dit « Bon, aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de l'Angleterre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'Angleterre est une île. » Il referme son polycopier et dit « J'ai terminé. » C'est fantastique. Et je vais plus loin, en fait. Sciences Po est né avec le roman national. En même temps, après la défaite de 1870. Donc en 1871, Émile Boutmy s'est entouré des meilleurs. Alors il y avait François Guizot, il y avait Hippolyte Taine et Ernest Renan. Excusez du peu. Et l'idée, c'était de fabriquer une élite rayonnante, une nouvelle élite pour la France, qui fasse rayonner la France. Et à l'époque, de mon temps encore, est-ce que ça existe encore, je ne sais pas, il y avait un logotype qui représentait un lion et un renard. Et en fait, c'était tiré, ce logotype, du prince de Machiavel, qui disait, Machiavel, il faut que le prince ait auprès de lui un lion et un renard.
parce que le lion ne peut pas se défendre des filets et le renard a peur du loup. Il faut donc un renard pour connaître les filets et un lion pour faire peur au loup. Si le prince manque l'un ou l'autre, il ne sera jamais vraiment le prince. Voilà, c'était Sciences Po, c'était une école de l'excellence. Il y avait une ambiance alors qui était particulière, déjà à gauche, puisque nos profs, en fait, ils étaient saint-simoniens, ils pensaient à la cité sans frontières déjà, et ils rêvaient d'accoupler le capitalisme qui commençait à s'émanciper, le capitalisme financier, avec la planification soviétique. Parce qu'ils nous disaient, le socialisme, on en a pour 1000 ans. Et donc, il faut s'adapter. Et ça donnait la social-démocratie. Mais on pouvait parler. On pouvait parler. Et moi, j'avais des profs qui étaient anarchistes, qui étaient gauchistes, etc., et qui m'aimaient bien. Ils me préféraient. Parce qu'ils disaient, au moins, il a du répondant. Et je me souviens d'un prof qui était bakounинiste. Voilà. Et il me dit alors le Vendéen, etc. Voilà. Donc, il y avait une espèce de jovialité dans la contradiction. C'était l'esprit français. Esprit qui s'est, au fil et au gré des années, selon vous, perdu à Sciences Po. Parlons d'un autre sujet, Philippe de Villiers, ô combien important, à savoir la fin de vie. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a dévoilé les contours du projet légalisant l'aide à mourir sous certaines conditions strictes. Les mots euthanasie ou suicide assisté ne sont pas employés, mais au-delà de la sémantique, cette loi va permettre à certains patients de recevoir une substance létale qu'elle pourra s'administrer ou avec l'aide d'un tiers. Il s'avère qu'il y a 7 ans, avant qu'il ne devienne président de la République, Emmanuel Macron a parlé de la fin de vie. C'était lors d'un entretien avec Laurence Ferrari. Je vous propose de réécouter ce qu'il disait donc en 2017. Sur la fin de vie, je pense qu'il faut d'abord faire pleinement appliquer la loi dite Claes-Leonetti. Vous pouvez donner vos instructions, vos recommandations de votre vivant. Trop peu de Françaises et de Français le font. Il y a une première campagne de communication qui commence. Je pense qu'il faut généraliser cela. Généraliser aussi le meilleur accompagnement dans les derniers instants de la vie et le traitement de la douleur. Mais je pense qu'une campagne présidentielle, elle n'est pas faite pour purger ces débats qui sont des débats philosophiques, très profonds, qui relèvent de la conscience philosophique, religieuse, humaine. Donc je suis pour qu'on en débatte, qu'on en parle dans un temps apaisé, mais je ne trancherai pas et je ne ferai pas de loi en arrivant sur ce sujet. Et vous voulez choisir votre fin de vie ? Moi, je souhaite choisir ma fin de vie, oui. Geoffroy Lejeune. En fait, cette archive, elle ne doit pas tellement vous surprendre, vous, Philippe, ce changement d'avis, parce que vous avez connu bien Emmanuel Macron et vous en avez parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il vous disait sur ce sujet quand vous en parliez ? Et quel est votre sentiment sur cette évolution ? Alors moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui longuement au moment de l'affaire Vincent Lambert. Et il était très clair, très net sur le sujet. Pas question de toucher à la loi Leonetti. Et il m'a même écrit, parce qu'il sentait que je n'étais pas convaincu de sa bonne foi. Et il m'a écrit une lettre que j'ai retrouvée le 4 juillet 2019. Elle est sans ambiguïté. Je respecte profondément ces débats, aussi parce qu'ils relèvent d'une part d'indécidable, d'irréductible délibération de nos consciences. Il ne m'appartient pas comme président de trancher. Et il termine en disant « Comme vous, comme pour vous, pour moi, la vie intérieure a un sens. » Et donc j'ai le sentiment d'avoir été joué, d'avoir été berné. Ça me désole. Ça m'attriste. Et quel regard à présent portez-vous sur ce projet de loi, Philippe de Villiers ? C'est une manœuvre indécente. L'indécence est partout dans ce projet. Elle est dans le moment, 15 jours avant les élections européennes, à l'Assemblée, le débat. Donc c'est un détournement de scrutin, un détournement d'attention. C'est un coup de fakir. Regarde ma main gauche, pendant ce temps-là, je travaille avec la main droite. Ça ne se fait pas sur un sujet aussi important. Ensuite, elle est dans
l'indécence, elle est dans le choix sémantique. Il se trouve qu'un jour, il y a 2 ans, j'étais au Salon de Versailles à signer un livre et j'étais à côté de quelqu'un que j'aime beaucoup, Éric Orsena. C'était un grand marin et un grand écrivain. Et il me confie qu'il s'est vu confier une mission lexicale par Emmanuel Macron pour changer les mots. Et il m'a dit, c'est pour apprivoiser le débat sur l'euthanasie. Apprivoiser, pour adoucir. Donc, il a trouvé l'aide active à mourir. Mais derrière l'aide active à mourir, c'est quoi? On va donner une substance létale, donc va être administrée par le patient, ça s'appelle un suicide, ou par un proche, un tiers, ça s'appelle une euthanasie. Quant au mot fraternité qu'il a osé utiliser Emmanuel Macron, fraternité. La fraternité, ça consiste à sauver, ça ne consiste pas à tuer. Une société qui est complaisante pour le suicide, elle est suicidaire, elle se suicide elle-même. Et la troisième indécence, c'est peut-être la pire. On nous dit qu'il y aura des garde-fous. On connaît, on a vu la loi Veil, on a vu. On a vu comment on est parti d'un principe avec une exception et puis c'est devenu un dogme. On a vu aussi, il suffit de regarder, partout où une loi a été votée sur l'euthanasie, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, l'Oregon, etc., à chaque fois on part sur une exception et puis hop, ça s'étend et on en arrive maintenant à euthanasier les enfants, à euthanasier les mineurs. Voilà. Je me permets de vous dire, et c'est tombé il y a quelques instants, Jean Leonetti, puisque vous parliez de lui, a dit « L'aide à mourir, c'est le contraire d'un projet de fraternité ». Ça rejoint ce que vous étiez en train d'expliquer. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Joseph Massescaron. Il est régulièrement invité et chroniqueur chez nous, dans l'heure des pros notamment. Et il a parlé de son expérience avec sa mère qui était malade, gravement malade. Et pour abréger les souffrances de sa mère, c'est lui qui a donné une dose supplémentaire. C'est ce qu'il raconte. Et écoutez ce témoignage-là. Je me suis trouvé, il y a plus de 30 ans, dans une situation où ma mère était dans un cancer phase terminale. Ma mère avait été mannequin, très belle femme. Et donc, il y avait, pour tout, il y a plus de 30 ans, les soins palliatifs étaient encore plus dérisoires qu'aujourd'hui. Donc, c'était un peu de morphine. Et en permanence, il y avait une infirmière qui passait, qui me montrait la dose de morphine et qui me disait « Monsieur, si vous poussez un peu plus loin, n'y touchez pas, hein, parce que son cœur s'arrêtera. » Et moi, je ne comprenais pas. J'avais un ami médecin. Je lui ai dit, mais pourquoi elle me dit ça à chaque fois? Cet ami médecin m'a dit, parce qu'ils attendent que tu le fasses. Je l'ai fait. Et je vais vous dire, 30 ans après, je regrette de l'avoir fait. Moi, je dis, je regrette de l'avoir fait. C'est quelque chose qui me hante tout le temps. Je regrette de l'avoir fait. Je vais le dire très, très brutalement. Cette loi ne doit pas être faite pour faire plaisir à Lynn Renault. On est bien d'accord. Cette loi, elle doit être faite en prenant tous les acteurs en permanence. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que le témoignage de Joseph Massescaron prouve que c'est loin d'être anodin et que c'est un sujet qui soit concerne tout le monde, soit nous concernera tous un jour, et que la manière dont il en parle plusieurs décennies plus tard prouve qu'il faut un minimum de gravité sur ce sujet. La question que je voulais vous poser, Philippe, c'est qu'est-ce qui, dans l'état actuel de ce qui a été présenté par le président de la République en début de semaine, qu'est-ce qui vous inquiète ? D'abord, je suis bouleversé par le témoignage de Joseph Massescaron, que je connais bien, qui était un esprit brillant et plein d'humanité. Et je trouve que c'est courageux ce qu'il a fait, très courageux. Voilà. Et en même temps, il dit tout. Il répond à la place. Et je vais compléter sa réponse. En fait, c'est une rupture anthropologique inouïe. Et je dirais même que c'est une triple rupture de confiance. Je voudrais peser chaque mot en vous répondant, en fait. D'abord, c'est une rupture de confiance entre le patient et le soignant. La relation de soins
c'est une alliance, mais c'est une alliance asymétrique. Il y a d'un côté un patient qui guette le regard du soignant avec anxiété, qui lui confie son corps et ses angoisses. Et puis en face, il y a le soignant qui arrive et qui rend au regard d'anxiété un regard d'apaisement, qui guérit, secourt, soulage, accompagne. Cette relation de soins, elle est fondée sur un acte de confiance inouï entre celui qui accorde sa confiance et celui qui en est le dépositaire. Et donc cette relation de soins, elle ne peut supporter aucun soupçon. Madame Fourcade, présidente de la Société des soins palliatifs, dit ça mieux que moi, avec plus de conviction et plus d'expérience. Mais pour avoir écouté les soignants, je raconte ce qu'ils m'ont raconté. Cette relation de soins, elle peut basculer. Si celui qui entend le cri de souffrance dans la chambre a le droit de vie et de mort, la relation de confiance s'abîme, elle se dégrade, elle n'existe plus. En d'autres termes, si moi, à la dernière extrémité, j'appelle et que je vois arriver une blouse blanche avec dans une main une seringue où il y a un calmant et dans l'autre main une substance létale, s'introduit la suspicion. La suspicion entre le soignant et le patient. Mais cette suspicion, elle ne s'arrête pas là. Parce que Emmanuel Macron a annoncé une chose inédite. C'est qu'il y aurait aussi les proches qui pourraient administrer la substance létale. Ça veut dire que dans la famille, il va y avoir la suspicion. On va tous soupçonner. C'est horrible. Et puis enfin, il y a la rupture de confiance, c'est la troisième rupture de confiance entre le patient et l'institution. C'est l'État qui tue, là. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, va s'introduire la suspicion. Quand on sait ce que pèsent les coûts des EHPAD, vous verrez, il y aura des soupçons partout, parce qu'il faudra faire des économies. On entre dans un monde complètement déshumanisé. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, on se retrouve dans un instant. Et pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers, on reviendra sur la question de l'euthanasie dans un instant. À tout de suite. Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de Face à Philippe de Villiers avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Juste avant la publicité, vous évoquiez le projet de loi sur la fin de vie et je voulais vous poser cette dernière question, Philippe de Villiers. Pourquoi pensez-vous que c'est un basculement de civilisation ? Parce que l'homme postmoderne cède à la double tentation prométhéenne de dérober la vie et faustienne, ou plutôt l'inverse, prométhéenne de dérober le feu et faustienne de dérober la vie. C'est la première fois dans l'histoire. Et ça peut conduire à la fin du monde et ça peut conduire à la fin de l'homme. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Philippe de Villiers, parlons à présent de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a une nouvelle fois pris la parole pour définir l'implication de l'Europe, et notamment de la France, dans cette guerre. Ce vendredi, il était à Berlin pour un sommet réunissant la Pologne, l'Allemagne et la France. Contrairement à l'interview de jeudi soir, le chef de l'État n'a pas parlé de guerre existentielle pour l'Europe. On écoute et on en parle juste après. Nous partageons tous les trois une même volonté claire, cohérente, et derrière cette volonté, il y a les actes que nous avons déjà décidés et ceux que nous avons pris, les décisions que nous avons prises aujourd'hui. Nous ferons tout ce qui est nécessaire
aussi longtemps qu'il le faudra pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Nous continuerons de soutenir aussi longtemps que nécessaire l'Ukraine et son peuple, et nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le premier jour, à ne jamais prendre l'initiative de quelque escalade. Geoffroy Lejeune. Est-ce qu'après ce qu'on a entendu hier soir à la télévision, vous êtes rassuré par ce qu'on vient d'entendre à l'instant? Non, je ne suis pas rassuré parce qu'il y a une instabilité qui est vraiment inquiétante. Voilà, on est dans l'escalade, on est au seuil de la co-belligérance. Et je reprends ce qu'il a dit hier soir. Il est parti d'un axiome totalement irréaliste. Il a dit, la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Or, contrairement à tout ce que les experts ont dit depuis 2 ans, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Alors, et à cet axiome irréaliste, il apporte 2 compléments qui m'inquiètent et qui inquiètent beaucoup de Français, qui sont des fautes stratégiques. D'abord, il explique que si la Russie gagne cette guerre, nos intérêts vitaux seront en jeu. Non, c'est faux. Les intérêts vitaux s'arrêtent aux frontières de la France, du territoire français. Pas dans le Donbass. Quoi qu'on pense par ailleurs. On n'est pas dans une posture morale quand il s'agit de la guerre et de la paix. Et deuxièmement, plus grave, il a parlé d'une dissuasion européenne. Il a même, dans l'accord avec l'Ukraine du 16 février, parlé d'une dissuasion active. La dissuasion, quand elle s'étend au-delà du sanctuaire national, elle n'existe plus, elle n'est plus crédible. Il y a dans tout ça un bellicisme désinvolte. Il y a une question que peut-être vous êtes posée, c'est et si on envoie des troupes au sol, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on peut envoyer 20 000 hommes, pas plus, donc sur une ligne de 50 km, alors que la ligne de front fait 1200 km. Et ensuite, on peut tenir 3 jours avec nos munitions. Mais surtout, on se met en situation de co-belligérance dans ce cas-là. Et il y avait un mot du général Swetchine qu'il faut méditer, que je vous invite à méditer. On ne pique pas l'ours russe avec des coups d'épingle. Donc forcément, si on cherche la Russie, on va la trouver. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, justement, le seul coup stratégique que Emmanuel Macron devrait proposer, qui serait dans la vocation française, vocation de son histoire, puissance d'équilibre, la France médiatrice, c'est de réunir les conditions militaires pour que le jour venu, le jour le plus proche, eh bien, les 2 protagonistes soient amenés à négocier un plan de paix, ou en tout cas de cessez-le-feu, qui soit acceptable par les 2 parties. Et si nous ne le faisons pas, vous savez qui va le faire? L'Amérique. Et donc, en fait, on va se trouver ridicule et doublé par les Américains. Quel dommage que, à la manière de Mitterrand dans l'affaire du Koweït, on ne cherche pas à renverser la logique de guerre au profit de la logique de paix. Moi, quand je vois Emmanuel Macron, quand je vois le jeune homme Attal, quand je vois le jeune séjourné, etc., je me dis, ils ne sont pas au niveau. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'ils sont avec des Legos, ils jouent à la guerre, mais on ne joue pas à la guerre. Comme dit très bien Henri Guénaud, ils vont à la guerre comme des somnambules. Mais comme des jeunes qui disent, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un cauchemar, papa. Ah oui, bah attends, tu gouvernes. Et quand il dit aux Français, il va falloir aller à la guerre, est-ce que les Français ont compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand il fait rentrer dans l'OTAN l'Ukraine, ça veut dire qu'on a à touche-touche 2 puissances nucléaires. Donc le moindre incident de frontière devient une nouvelle dépêche d'Ems. C'est de la folie. Il faut une zone tampon. Voilà. Tout ça, tous les militaires le savent. Moi, je ne comprends pas. Le chef d'état-major des armées, quand il entend parler de dissuasion européenne, normalement, il démissionne. Je connais un exemple célèbre. Pour moins que ça. Voilà.
Et lorsque vous parliez d'Henri Guénaud, vous parliez de cette tribune qu'il avait écrite et publiée dans le Figaro. C'était quelques semaines après le début du conflit, donc il y a 2 ans. Philippe de Villiers, parlons de l'Europe à présent. L'Europe des nations a été l'un des combats de votre vie politique. Il s'avère qu'en 2003, et je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, en 2003, vous débattez avec Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque est la plume de la Constitution européenne. Vous avez avec lui un vif échange sur le cœur de cette Constitution. La Constitution européenne qui sera mise aux voix au référendum. Exactement. Oui. Exactement. Mais on est en 2003, donc c'est 2 ans avant le référendum. Ouais. 2 ans avant. Ah. Et c'est la plume. Ah, j'ai jamais Valéry. revu ce... Elle dure 2 minutes 40. Je le dis aux auditeurs et aux téléspectateurs. 2 minutes 40. Regardez, c'est absolument passionnant. Le filament de votre propos, c'est la Convention de Philadelphie, c'est Jefferson. Et c'est la trace sans doute que vous voulez laisser. Et moi, ça m'inquiète parce que la France, l'Europe, c'est pas les États-Unis. Ce sont des vieux pays, ce sont des vieilles nations. Et on ne peut pas contraindre la géopolitique avec des procédures. Vous n'avez qu'un défaut, mais il est très grave. Très grave. Vous allez beaucoup trop loin. Vous dites des choses qui ne sont pas exactes. Et disant des choses qui ne sont pas exactes, vous trompez les gens. Je vais vous lire l'article 1er de notre Constitution. Vous êtes très gêné par ma question, mais c'est vous qui trompez les gens. Absolument pas. Non. Regardez-moi. Vous allez un peu embarrasser. Et d'ailleurs, je n'ai pas posé ma question. La question, c'est l'article 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre à l'article 1? Si vous me dites oui, tout est réglé. L'Union européenne est une association libre de nations souveraines. Et si vous êtes d'accord pour dire ça, alors vous pouvez appeler votre texte Constitution, ça n'a plus aucune importance. Quel est notre article 1 Inspiré par la volonté des peuples et des États d'Europe, des peuples et des États, de bâtir leur avenir commun, cette Constitution établit une union au sein de laquelle les politiques des États membres sont coordonnées et qui gère sur le mode fédéral certaines compétences communes. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres. L'identité. Les Kurdes ont une identité. Mais vous me permettez de lire? Oui. Les Kurdes ont une identité. C'est pas la souveraineté. L'Union est ouverte à tous les États européens dont les peuples partagent les mêmes valeurs, qui les respectent et qui s'engagent à les promouvoir en commun. Et on revient sur le problème de l'identité nationale des États membres dans un autre article plus loin. La souveraineté, c'est pas l'identité. Israël a eu une identité pendant des années et des années sans avoir un État. L'État-nation, la souveraineté, c'est un concept juridique, c'est la compétence de la compétence. Vous le savez très bien, Monsieur le Président. La réponse du président Giscard d'Estaing, et puis on s'arrête parce que malheureusement, il est très tard. Oui, mais moi, je voudrais bien continuer. Parce que la construction européenne, elle est voulue par les Européens. Elle est voulue par les Français. Alors, c'est pas la peine de les effrayer. Alors, attendez, faites un référendum en ce moment. Faites un référendum en ce moment. Il fait un temps à ne pas mettre un eurofédéraliste dehors. Il fait un temps à pas mettre un eurofédéraliste dehors. 2003. Je l'ai secoué, le Jefferson de l'Auvergne. 2003. Mais il était sûr de son fait. Vous avez vu, les Français sont pour, etc. Ah oui, 2003. Voilà. Mais ce qui est dingue, c'est que vous avez gagné dans les urnes et vous avez perdu 2 ans après le référendum dans les institutions, puisqu'ils l'ont finalement fait passer, ce texte. Ouais, incroyable, incroyable. Voilà. Mais merci d'avoir retrouvé cette archive. Écoutez, c'est quand même le débat d'aujourd'hui. En réalité, c'est ça qui est intéressant. Souveraineté nationale, souveraineté européenne. On est en plein dedans. Ça pourrait être la bande-annonce de tous les débats des élections européennes. Ouais. C'est quasiment 21 ans. Auquel je tiens à dire que je ne participe pas. Rappelez-le plusieurs fois, parce que certains ont l'esprit chagrin en ce moment. Vous imaginez que c'était il y a 21 ans, quasiment jour pour jour. Je crois que c'était le 23 mars 2003. C'est beau quand même. Dans l'actualité cette semaine, Philippe de Villiers, vous avez très certainement suivi l'audition de l'ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal+, Vincent Bolloré. Mercredi, il a été entendu par les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête sur les fréquences TNT. Je vous propose un passage, ça a été long, très long, et ensuite on en parle juste après. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre. Riche, pas seulement d'argent. Il fabriquait le cahier à cigarettes OCB, si vous les aviez bien roulés, ce qui à l'époque était évidemment extraordinairement connu et rentable, mais aussi riche de tendresse. C'était une famille nombreuse et nous sommes toujours d'ailleurs très heureux ensemble. Et ils étaient aussi célèbres parce qu'ils avaient fait une guerre admirable. Et
le 6 juin 1944, dont nous allons bientôt fêter le 80e anniversaire du débarquement, sur les 177 Français, puisque le général de Gaulle avait été prévenu que l'avant-veille avait absolument exigé que ce soit des troupes françaises, et on n'avait trouvé que 177 Français qui étaient prévus dans ce débarquement, et 2 étaient de ma famille. Je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation, voilà, et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour... Enfin, tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien. Qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. Philippe de Villiers, un monde sépare le personnage caricatural présenté par le médiatiquement correct et la vérité d'un homme que les Français ont peut-être découvert mercredi. Vous vous souvenez de la phrase de M. Deloire, Attila, là où passe le Bolloré, le journalisme trépasse. Je pensais à ça en le regardant. En fait, les Français ont découvert un homme qu'ils ne soupçonnaient pas. Je les imagine devant leur ordinateur, guettant à la petite goutte de sang à la commissure des lèvres. Elle n'est pas venue. En revanche, ils ont vu ce que c'était que le tribunal révolutionnaire sous la terreur. Alors, il y avait un président parfait, à la fois habile, calme, serein, monsieur Quentin Bataillon, qui tentait de contenir Fouquier-Tinville, l'accusateur public, l'ami de Mélenchon. Et en face, il y avait le présumé coupable, l'ennemi du peuple. Coupable de mener contre-révolutionnaire, coupable de gagner de l'argent, coupable de réussir. Malheur aux entrepreneurs, malheur aux créateurs, malheur aux inventeurs, malheur à Chénier. La République n'a pas besoin de poètes. Malheur à Lavoisier. La République n'a pas besoin de savants. Et moi, pendant que je regardais cet interrogatoire de garde à vue, je pensais à tous les capitaines d'industrie peut-être étaient devant leur ordinateur et qui se posent aujourd'hui la question de savoir s'ils restent en France ou s'ils partent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et je pensais à un article que j'avais sous les yeux, que j'avais mis de côté, du Figaro Économie, intitulé « Les États-Unis et Eldorado des grands groupes français ». Entre les prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés du monde développé et qui asphyxient l'esprit d'entreprise et les commissions d'enquête avec ces nouveaux inquisiteurs, il y a vraiment de quoi, pour un capitaine d'industrie, favoriser en soi l'idée de la fuite, l'idée de fuir. Et ces gens-là ne se rendent pas compte de la chance que nous avons d'avoir en France des chevaliers de l'aventure économique, comme Vincent Bolloré, comme Bernard Arnault et leurs émules. Mais à la fin, comme souvent dans les films, et comme parfois dans les procès, le jury populaire se retourne. Et là, en fait, tout s'est retourné. La fin n'était pas du tout prévue comme elle était. Le Attila, il a changé de banc. Il n'était plus au banc convenu. Là où Mélenchon passe, la sympathie trépasse. La sympathie, comme le lait sur le feu, elle a tourné vers l'accusé. Et les Français ont découvert, pour ceux qui l'ont regardé, un homme d'altitude, cristallin de vérité, à la parole claire, sans circonlocution, parfaitement décontracté. C'était le granit breton et les genêts en fleurs face à la bourbe, au remeugle, à la haine, à la fièvre. Ce matin, avant de partir pour venir à cette émission, j'ai rencontré un de mes grands amis qui est paysan,
qui a du bon sens. Je voulais savoir. Je lui ai dit, regarde le truc. Il a regardé, il ne connaissait pas du tout CNews, il ne connaît pas tout ça. Il connaît pas. Et je lui ai dit, alors? Il me dit, ah, j'ai regardé. Hein. Oh, ça a frotté dur les garde-boue. Hein. Je dis, mais Vincent Bolloré? Et là, il s'est redressé, il m'a dit, un monsieur. Chez nous, en Vendée, quand on dit un monsieur, ça veut dire quelque chose. Oui, Vincent Bolloré, c'est un monsieur. Et il a ajouté, un Français. Oui, un grand Français. Philippe de Villiers, il nous reste 2 minutes 35, très précisément. Il va falloir être chirurgical, puisqu'il y a 34 ans, le 16 mars 1990, après 109 jours, 8 heures, 48 minutes et 50 secondes, le navigateur Titouan Lamazou remportait la première édition du Vendée Globe. Tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Une compétition qui est devenue mythique, pensée, imaginée, et là j'ai failli tomber de ma chaise, par Philippe de Villiers. Alors on va... Parlez-nous de cette idée folle qu'est le Vendée Globe, et en même temps, quand vous allez parler, on va voir ces images du 16 mars 1990. Philippe de Villiers, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour créer, imaginer, penser le Vendée Globe? Alors en fait, l'idée, elle est née à Rio. À Rio, pourquoi? Parce que le Crédit Agricole qui sponsorisait Philippe Gentot, qui était en train de gagner le Box Challenge, m'a demandé d'aller faire un film sur lui qui s'appelait Grand Sillon, que vous pouvez voir encore, qui est probablement à l'INA. Et donc, j'ai passé 15 jours avec Philippe Gentot, et c'est lui qui m'a dit, sur un coin de table devant un café brésilien à Copacabana, moi j'ai une idée, on va faire plus fort, le Globe Challenge, c'est-à-dire le Box Challenge, mais sans escale. Autour du monde, sans escale. Donc l'Everest des mers. Sur le plus grand stade du monde, comme disait Alain Colas. Je dis, OK, moi je suis un marin d'eau douce, comme Geoffroy Lejeune. donc voilà. Et je reviens et je lui dis, allez, tu t'installes en Vendée. Il s'installe à Grosbreuil, il crée Gentot Marine, et puis voilà. Et puis quand je suis président du Conseil général 5 ans après, je lui dis, Vendée Globe. Parce que le département finance son idée. Sans Gentot, l'idée ne serait pas née, et sans les Vendéens, la course ne serait jamais partie des Sables d'Olonne. Et en fait, là, j'ai découvert des hommes qui sont hors normes. C'est-à-dire que ce sont des skippers au long cours, des compétiteurs qui affrontent, escaladent des murs d'eau, les 40e Rugisson, les 50e Hurlant, et qui mettent au-dessus de leur vie quelque chose de poétique, les enchantements de l'âme. Ils vivent entre les torpeurs et les albatros. C'est sans doute une des dernières aventures du monde moderne, le Vendée Globe. En 10 secondes, Philippe de Villiers, vous savez qu'en 1990, il y avait 13 skippers et que pour la 10e édition, débutera le 10 novembre 2024, devrait y avoir 40 skippers. C'est devenu une légende, la Vendée Globe. Oui, c'est une légende. Extraordinaire. Mais mes successeurs au Conseil général ont su maintenir cette course. Mais je rends hommage une fois de plus à celui qui a été l'initiateur, Philippe Gentot. Et je voudrais dire que moi, quand j'ai lancé cette course à ses côtés, j'étais loin de penser qu'un jour, le double cœur de la Vendée flotterait sur les mers du monde. De cette émission, je retiens beaucoup de choses, Philippe de Villiers, mais une particulièrement, vous avez dit qu'en Vendée, quand on respecte un homme, on dit monsieur, c'est ça? On l'appelle monsieur, c'est un monsieur? Quelqu'un, quand on dit de quelqu'un c'est un monsieur, oui, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire quelque chose? Non, je vais vous dire autre chose. En Vendée, vous savez ce qu'on dit? Non. À Alouette, la radio Alouette. Allez-y. Quand on rencontre quelqu'un et on dit monsieur le rédacteur en chef, c'est encore plus fort. Messieurs, bonsoir. Et messieurs, merci. Monsieur le rédacteur en chef, bonsoir. Dans un instant dans l'heure des Pro 2.